On peut se demander comment l'absence d'une simple bactérie microscopique dans l'intestin à l'âge très précis de 3 semaines peut dicter l'apparition d'une crise d'asthme chez un enfant 5 ans plus tard. Ouais, c'est vraiment le genre de statistique qui bouleverse totalement notre vision classique de la médecine. Totalement. Habituellement, on s'attend à une relation de cause à effet immédiate, presque mécanique, tu vois. Mhm. Mais là, on parle d'un délai de plusieurs années. Et un délai dicté par des organismes invisibles à l'œil nu en plus. C'est un changement de paradigme complet. Dès qu'on s'aventure dans le domaine du développement immunitaire et de nos interactions avec le microbiome, l'idée d'une machine corporelle simple vole en éclats. Exactement. On n'est pas une machine où chaque pièce a un rôle statique. Nous sommes face à un écosystème dynamique, où la chronologie des événements est tout aussi importante que les acteurs eux-mêmes. Et c'est précisément ce qui rend la mission du jour si captivante pour quiconque s'intéresse à la biologie humaine. Je suis ravie d'ouvrir cette nouvelle plongée immersive. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'analyser une revue scientifique véritablement fascinante intitulée « Les bifidobactéries et leur communication moléculaire avec le système immunitaire ». Un vaste programme. Un très vaste programme. Notre but, c'est de comprendre, étape par étape, la manière dont ces bactéries dialoguent avec nos défenses naturelles. Et surtout, on va découvrir que ces micro-organismes ne parlent pas du tout le même langage, selon leur espèce. Alors, décortiquons tout ça. Pour poser le cadre d'emblée, il faut réaliser que nos sources se situent au croisement exact entre la microbiologie et l'immunologie. Et c'est une intersection qui est devenue absolument cruciale aujourd'hui. Crucial, oui. Quand on observe l'explosion des maladies inflammatoires, des allergies, des troubles auto-immunes à l'échelle mondiale, comprendre ce dialogue microscopique, ce n'est plus un simple exercice académique en fait. Non, c'est clair. C'est une clé de lecture indispensable pour appréhender la santé globale de l'être humain aujourd'hui. Absolument. Alors, commençons par le point de départ, la naissance. Nos sources expliquent qu'à la naissance, le système digestif, c'est une sorte de page blanche. Une toile vierge, ouais. Et les premiers colons à s'y installer jouent un rôle complètement disproportionnel. Parmi eux, on trouve les fameuses bifidobactéries qui appartiennent à l'embranchement des actinobactéries. Ce qui frappe dans les données, c'est leur domination écrasante, en particulier chez les nourrissons qui sont nourris au sein. La proportion est effectivement vertigineuse. Durant la période de l'allaitement, certaines espèces très précises, comme Bifidobacterium bifidium, Bifidobacterium longum ou encore Bifidobacterium breve, elles peuvent constituer l'immense majorité de la population bactérienne totale de l'intestin infantile. C'est fou, elles forment un tapis microbien hyper dense. C'est ça. Mais le phénomène physiologique qui intrigue le plus les chercheurs se produit juste après. Au moment du sevrage, l'arrêt de l'allaitement provoque une chute drastique et tout à fait naturelle de ces populations. Et fait justement cette chronologie qui soulève une interrogation majeure pour notre analyse. La revue cite des études clés qui démontrent que des niveaux réduits de bifidobactéries à des moments extrêmement spécifiques, on parle de 3 semaines et de 2 mois de vie, sont associés à un risque bien plus élevé de développer une prédisposition aux allergies à l'âge d'1 an. Et à l'asthme à 5 ans, comme tu l'as mentionné en intro. Voilà. Mais si on suit la logique, puisque les niveaux de ces bactéries vont naturellement chuter après le sevrage de toute façon, pourquoi ces quelques semaines initiales ont-elles un impact si massif des années plus tard? Eh bien, c'est ici qu'intervient le concept fondamental de la fenêtre critique. En fait, le système immunitaire d'un nouveau-né ressemble beaucoup à un logiciel vierge en phase d'apprentissage. D'accord. Les premières bactéries qui entrent en contact avec les cellules immunitaires de la muqueuse intestinale vont littéralement écrire les premières lignes de code de ce logiciel. Par exemple, une espèce comme Bifidobacterium longum va interagir avec l'immunité pour dicter un code de tolérance. Un message du genre ne réagissez pas de manière excessive à la nourriture, c'est ça, hein? Exactement. Tolérer les particules de l'environnement. Calmez-vous. Donc, si on file ta métaphore du logiciel, ces bactéries sont en quelque sorte les développeurs lors de la phase de test. Et si les bons développeurs ne sont pas là pour écrire la routine de tolérance, le système installe un code d'alarme, par défaut beaucoup plus prompt à s'enflammer. C'est une excellente façon de le visualiser, ouais. Et une fois que la phase de test est terminée, le code est verrouillé. Ah, donc même si la bactérie disparaît plus tard, la leçon a été apprise et gravée dans la mémoire des cellules immunitaires. C'est tout à fait ça. Si on relie ça à la situation globale, ce faible niveau de colonisateurs précoces comme Bifidobacterium bifidum ou Bifidobacterium breve dévie complètement l'état physiologique et programme la santé future. Le système devient paranoïaque s'il n'a pas été rassuré au bon moment. Ce qui amène une question évidente, du coup. Comment ces bactéries écrivent-elles ce code ?
Je veux dire, elles n'ont pas de clavier, elles n'ont pas de voix. Comment une cellule bactérienne transmet-elle une instruction de tolérance à une cellule humaine? Elle communique par la chimie. Elle déploie un arsenal moléculaire d'une précision redoutable. Et c'est là qu'il faut être extrêmement rigoureux sur les espèces, car chaque souche utilise des outils différents. D'accord, on va rentrer dans le détail. Le premier niveau de communication passe par les protéines sécrétées. La recherche a par exemple identifié une serpine spécifique qui est produite par la souche Bifidobacterium longum, sous-espèce longum. Une serpine. Attends, quel est le rôle de cette molécule exactement une fois qu'elle est libérée dans notre intestin? Alors, une serpine, c'est un inhibiteur de protéase. Lors d'une réaction inflammatoire, nos propres cellules immunitaires, comme les neutrophiles, déploient des enzymes agressives pour détruire des pathogènes. C'est un peu nos soldats de première ligne. Voilà. Et ils utilisent notamment l'élastase, qui est une enzyme destructrice. Le problème, c'est que ces enzymes causent d'importants dommages collatéraux à nos propres tissus si elles ne sont pas contrôlées. Ah, je vois. Et c'est là que la serpine sécrétée par B. longum sous-espèce longum intervient. Elle va se lier physiquement à ces protéases pro-inflammatoires et les bloquer de manière irréversible. C'est fascinant de réaliser qu'une bactérie déploie un extincteur chimique ciblé pour calmer notre propre système d'urgence, en fait. C'est exactement ça. Mais la communication ne se fait pas qu'à distance, avec des sécrétions, n'est-ce pas? Il y a aussi des interactions physiques directes entre la bactérie et nos cellules. Absolument, et c'est là qu'intervient Bifidobacterium bifidium. Cette espèce possède des structures d'accroche qu'on appelle des pili. Des pili. Ouais, ce sont de minuscules filaments protéiques à sa surface. Et ces pili lui permettent de s'ancrer directement à notre muqueuse intestinale. Ce qui est prodigieux d'un point de vue mécanique, c'est la façon dont ces pili sont construits. Ils sont synthétisés via ce qu'on nomme la voie des pili dépendante de la sortase. La sortase, ça sonne comme une enzyme complexe. C'en est une. La sortase agit un peu comme une machine à coudre moléculaire. Elle assemble le filament sous-unité par sous-unité pour créer le point d'ancrage parfait. C'est d'une élégance absolue. On sent bien ton enthousiasme pour l'ingénierie moléculaire ici, hein. Mais une fois que cette petite machine à coudre a fait son travail et que B. bifidum est solidement amarré à notre intestin, quel est le message transmis à la cellule humaine? Eh bien, l'interaction physique de ces pili avec nos récepteurs cellulaires déclenche un signal interne dans nos cellules, ce qui les pousse à produire de l'interleukine 10, ou IL-10. Et c'est une molécule importante, hein. Oh que oui, c'est une cytokine dont le rôle est puissamment anti-inflammatoire. Et en plus de ça, B. bifidum possède également une hydrolase de peptidoglycane, une protéine de surface appelée TAL. TAL, T-A-L? C'est ça. Et TAL induit la production d'une autre cytokine, l'IL-2. Donc on a vraiment un dialogue de surface à surface très riche. D'accord. Donc si on résume jusque-là, nous avons des extincteurs chimiques avec B. longum sous-espèce longum et des points d'ancrage apaisants avec B. bifidum. Mais le système digestif est un environnement super chaotique, non? C'est un flux constant d'acides et d'enzymes. Comment ces micro-organismes se protègent-ils pour survivre assez longtemps et transmettre ces signaux? Ah, ça c'est la deuxième grande stratégie détaillée dans la revue. Ils déploient les fameux hexapolysaccharides, ou EPS. Les EPS. Ce sont de longues chaînes de glucides qui forment un manteau, une capsule protectrice tout autour de la bactérie. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple armure passive. C'est une interface de communication ultra spécialisée. Et la revue souligne à quel point ces manteaux varient d'une souche à l'autre. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, chaque souche tisse en quelque sorte son propre costume sur mesure. Quels sont les effets de ces différents manteaux selon les données de la recherche? Les effets divergent radicalement. Prenons d'abord la souche Bifidobacterium breve UCC 2003. Son manteau EPS spécifique protège l'hôte contre des infections par des pathogènes comme la bactérie Citrobacter. Comment elle fait ça? Le fait en atténuant activement les signaux de détresse de l'hôte, spécifiquement en réduisant les niveaux d'IL-12 et d'interféron gamma. Impressionnant. Et pour les autres souches? A l'inverse, si on observe Bifidobacterium longum 35624, qui est une souche très étudiée dans les cas de syndrome de l'intestin irritable, son EPS agit en bloquant carrément l'expansion d'une cascade immunitaire très agressive, appelée la réponse T7. Et pour compléter ce tableau, nos sources évoquent aussi Bifidobacterium animalis sous-espèce lactis IPRLA R1. Cette souche-là utilise son manteau EPS pour augmenter cette fameuse IL-10 qui calme le jeu, tu sais, celle dont on parlait, tout en faisant chuter le TNF-alpha. Exactement, et le TNF-alpha agit souvent comme un accélérateur de l'inflammation, donc le BC est crucial.
Franchement, on comprend vite que regrouper toutes ces bactéries sous le seul terme générique de probiotiques, ça occulte une complexité biochimique inouïe. Elles ont chacune leur propre stratégie. C'est le message principal de cette exploration, oui. Mais au-delà des protéines et des manteaux de sucre, nos sources mentionnent une communication encore plus fondamentale qui descend carrément au niveau du code génétique lui-même. Ouais, le dialogue va jusqu'à l'ADN. En fait, les bifidobactéries possèdent des génomes qu'on dit riches en GC, c'est-à-dire caractérisés par une forte proportion de bases guanine et cytosine. D'accord. Et cela inclut des motifs particuliers, les motifs CPG non méthylés. Et pourquoi ces motifs sont-ils importants pour nous? Parce que de notre côté, l'évolution a doté nos cellules immunitaires d'un récepteur très spécifique, le TLR9, dont la fonction même est de repérer cet ADN bactérien. Lorsque l'ADN libéré par ces bactéries rencontre notre TLR9, bam, cela déclenche immédiatement une modulation de nos réponses immunitaires. L'information voyage des gènes du micro-organisme jusqu'à nos détecteurs internes. Si on fait un pas en arrière pour observer la situation globale, toutes ces molécules, ces manteaux EPS, ces cytokines, cet ADN, quel est le but final du système immunitaire dans cette interaction? Comment le corps utilise-t-il ces infos pour trouver son équilibre? C'est tout l'enjeu de la balance immunitaire, l'équilibre constant entre différentes voies d'action. Le système adaptatif humain peut s'orienter vers plusieurs directions. Et les études in vitro montrent que de nombreuses souches de Bifidobacterium animalis et de Bifidobacterium longum favorisent une réponse de type T1. T1, c'est-à-dire? Concrètement, elles augmentent l'interféron gamma et diminuent le TNF-alpha. Cela oriente le système immunitaire vers une défense cellulaire très robuste. C'est le profil idéal pour combattre des virus ou des infections intracellulaires. Mais ce n'est pas le cas de toutes les espèces. De l'autre côté de la balance, on retrouve notre fameux spécialiste de l'ancrage, Bifidobacterium bifidum. Précisément, certaines souches de Bifidum ont l'effet inverse, elles induisent une polarisation de type T17, mais attention, elles régulent surtout l'activité des cellules TREG. Les fameuses TREG. Ouais, les cellules T régulatrices. Ce sont vraiment les gardiens de la paix de l'immunité. Elles s'assurent que nos défenses ne se retournent pas contre nos propres organes. Prévenant ainsi les maladies auto-immunes. Exactement. Pour comprendre des mécanismes aussi intimes, j'imagine que les chercheurs ne peuvent pas simplement observer l'extérieur du corps humain. Nos sources détaillent d'ailleurs l'utilisation de modèles de recherche en laboratoire très pointus. On parle de cultures cellulaires isolées, comme les cellules dendritiques, les gardiens de la muqueuse, ou les PBMC provenant du sang. Tout à fait. Ce sont d'excellents modèles in vitro. Et quand on passe au modèle in vivo sur des êtres vivants, les chercheurs utilisent souvent des souris dites germ-free, élevées dans des bulles totalement stériles pour n'introduire qu'une seule bactérie à la fois. Mais attends, j'ai besoin qu'on fasse une petite pause ici. Il y a un détail qui m'a sauté aux yeux dans la revue. Je sens que tu vas parler des porcelets. Des porcelets sauvages. Oui. Pourquoi diable utiliser des bébés cochons infectés par le rotavirus pour comprendre le développement de notre propre système digestif plutôt que les souris habituelles? Ce qui est fascinant ici, c'est la physiologie comparée. Bien que la souris soit le modèle historique de la biologie, son système digestif néonatal diffère considérablement du nôtre. Ah d'accord. En revanche, le développement gastro-intestinal et la maturation immunitaire d'un porcelet naissant sont remarquablement analogues à ceux d'un nourrisson humain. Donc un porcelet est une bien meilleure fenêtre d'observation pour les conditions pédiatriques complexes. De loin, les chercheurs s'en servent comme modèle de choix pour des urgences médicales graves, comme l'entérocolite nécrosante chez les enfants nés très prématurément. C'est terrifiant comme condition. Oui. Alors, lorsqu'ils infectent ces porcelets avec un rotavirus et qu'ils constatent que les bifidobactéries améliorent la production d'anticorps locaux et modulent les cellules T, cela fournit des données cliniques hautement transposables à la néonatologie humaine. C'est un point vraiment fascinant sur les coulisses de la recherche. Mais pour que ces bactéries puissent nous protéger et dialoguer avec nous, que ce soit dans un laboratoire ou dans notre ventre, elles doivent d'abord survivre. Elles ont besoin de carburant. Ce qui nous amène à un concept vital abordé dans la revue, c'est l'homéostasie par l'alimentation croisée, le cross-feeding. Comment tout ce petit monde se nourrit-il? L'architecture de cette chaîne alimentaire est juste brillante. Le corps humain produit des glucides complexes, les muciles, qui forment le mucus intestinal. D'accord. Et en parallèle, chez le nourrisson, le lait maternel apporte des HMO, les oligosaccharides du lait humain. Il est crucial de comprendre que le bébé humain ne possède absolument pas les enzymes pour digérer ces HMO. C'est toujours un truc qui me sidère. La mère dépense une énergie folle pour produire des sucres complexes que son propre bébé ne peut même pas absorber. C'est ça. Point.
Ces HMO voyagent intacts jusqu'au côlon dans un seul et unique but, nourrir des bactéries spécifiques. Tu sais, j'aime bien décrire Bifidobacterium bifidum comme le chef préparateur dans une grande brigade de cuisine. Ah, j'aime bien cette image. On lui livre ces ingrédients bruts, coriaces et totalement inutilisables par le corps humain, les mucines, les HMO. Et avec ces enzymes spécifiques, il va découper tout ça de manière extracellulaire, c'est-à-dire à l'extérieur de son propre corps. Ça libère une multitude de sucres simples directement dans son environnement immédiat. La métaphore de la brigade est très juste, car ce travail prépare littéralement le terrain pour les autres. Bifidominis bifidium ne consomme pas tout ce qu'il découpe. Il partage. Oui, ces sucres simples deviennent le festin d'autres espèces, comme Bifidobacterium longum et Bifidobacterium breve, qui vont fermenter ces résidus de HMOs. Ce travail à la chaîne métabolique explique d'ailleurs pourquoi on retrouve souvent ce trio précis d'espèces en si grande abondance chez les nourrissons allaités. Des rejets. La revue indique que ces bactéries fermentaires excrètent principalement de l'acétate et du lactate. Donc leurs déchets deviennent le carburant de la prochaine équipe. C'est toute la beauté du cross-feeding. L'acétate produit par les bifidobactéries est immédiatement consommé par d'autres bactéries fermentaires de l'intestin qui, à leur tour, fabriquent un métabolite final d'une importance capitale, le butyrate. Le butyrate, c'est un nom qui revient sans cesse dans la littérature sur le microbiome. Concrètement, pourquoi cette molécule est-elle si précieuse pour notre immunité ? Le butyrate agit directement sur nos propres gènes. Il pénètre dans les cellules humaines et inhibe l'activité d'une enzyme appelée histone désacétylase. C'est un terme impressionnant, mais concrètement, sur l'ADN, ça fait quoi d'inhiber cette enzyme ? Pour faire simple, notre ADN est enroulé très serré. L'histone désacétylase maintient cet enroulement. En inhibant cette enzyme, le butyrate force l'ADN à se relâcher à des endroits précis, ce qui permet la lecture d'un marqueur génétique nommé FOXP3. Et ce marqueur sert à quoi, On ? FOXP3, c'est l'interrupteur maître qui ordonne la création des cellules TREG, nos fameux pacificateurs immunitaires. Tout ce processus s'effectue d'ailleurs via des récepteurs spécifiques de l'hôte, les FFR2 et GPR109A. C'est presque vertigineux quand on y pense. Un sucre complexe dans le lait maternel descend dans l'intestin où B. bifidium le découpe en petits morceaux. Ces morceaux sont fermentés par B. brève en acétate. Cet acétate est mangé par une troisième bactérie qui crée du butyrate. C'est ça. Ce butyrate entre dans une cellule humaine, débobine l'AVN et allume le gène FOXP3, ce qui déploie des cellules TREG pour empêcher notre propre corps de s'attaquer lui-même. La complexité de cette chaîne de communication dépasse complètement l'entendement. Et ça prouve que le maintien de l'équilibre immunologique est véritablement un travail d'équipe. C'est la multiplicité des perspectives bactériennes et la dépendance des unes envers les autres qui tissent cette toile de sécurité. L'homéostasie, la paix immunitaire reposent sur cette incroyable diversité métabolique. Ce qui offre une synthèse vraiment parfaite des sources que nous avons explorées aujourd'hui. S'il y a une idée centrale à retenir pour notre auditoire de cette analyse, c'est que les bifidobactéries ne forment absolument pas un groupe homogène. Non, pas du tout. C'est un orchestre symphonique hyper spécialisé. B. longum sous-espèce longum joue la partition de la serpine pour éteindre l'inflammation. B. bifidum ancre ses pili pour murmurer des signaux via l'IL10 et découpe les sucres complexes. B. brève et les autres déploient des manteaux EPS sur mesure pour contrer les pathogènes. Chacune détient une fraction du code nécessaire pour programmer le logiciel de notre immunité. C'est magnifiquement résumé. Et à la lumière d'une ingénierie aussi délicate, cela soulève inévitablement une question importante, voire d'une urgence presque vertigineuse. Laquelle ? Eh bien, si notre capacité à tolérer le monde extérieur, à ne pas sombrer dans les allergies ou l'asthme, repose sur des dialogues moléculaires aussi intimes et millimétrés, avec des souches si précises dès notre premier souffle, on est en droit de s'interroger sur l'impact de nos modes de vie modernes. Tu penses aux pratiques médicales autour de la naissance ? Oui. Par exemple avec la hausse spectaculaire des naissances par césarienne, qui court-circuite et modifie complètement la flore initiale transmise au bébé, ou encore la surutilisation globale des antibiotiques chez les nouveau-nés. Ça détruit les premiers développeurs du logiciel. Exactement. Dans quelle mesure ne sommes-nous pas en train d'effacer silencieusement une langue vitale que notre système immunitaire tente désespérément d'apprendre ? C'est un sujet à méditer pour quiconque voit explorer l'avenir de la santé humaine. C'est un paradoxe profond de notre époque. Nous modifions souvent notre écosystème bien avant d'en avoir maîtrisé la grammaire.
On aimerait tous que la biologie soit toujours aussi lisible qu'un os cassé sur une radiographie, avec des frontières nettes entre la maladie et la santé, mais la réalité, comme on vient de le voir, est infiniment plus subtile. Elle se murmure en permanence dans une conversation biochimique invisible avec des milliards de locuteurs microscopiques. Il est essentiel de garder cette réalité à l'esprit, de continuer à se questionner et de réaliser que notre propre corps abrite des mondes entiers que la science commence à peine à déchiffrer. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante.